Et aujourd'hui, on va parler de votre roman vrai, Alexandre Jardin. Merci à vous d'être avec nous. Le roman vrai d'Alexandre est donc publié aux éditions de l'Observatoire. C'est votre dernier livre, un livre confession, l'histoire de vos mensonges, une schizophrénie entre le personnage que vous affichiez publiquement dans les médias, mais aussi dans vos romans, et la personne que vous étiez chez vous avec vos proches. Ce livre, est-ce que c'est celui d'une nouvelle vie ? Clairement. Clairement. Je n'étais pas sûr d'ailleurs d'être capable dans ma vie de l'écrire. Voilà. Il y avait une amorce déjà. Oui. Et puis à un moment, j'asphyxiais. Et j'ai décidé de publier ce livre en sachant que ça crée une situation irréversible et que je ne pourrais plus jamais écrire les mêmes livres. Mais c'était un besoin de sauver ma peau. Et d'avouer 30 années de vie de faussaire. C'était la quête de votre vérité ? Et une survie. Et d'une survie, oui. Parce que lorsque vous avez été extrêmement faux, extrêmement tricheur dans votre vie, vous le faites pour sauver votre peau, parce que le réel, à un moment, est impossible à vivre. Mais il y a un moment, il faut en sortir. Et c'est cette semaine. Voilà. Justement, quand vous parlez de faussaire, vous parlez de ce personnage fantasque qui riait aux éclats sur les plateaux de télévision. Qui était un mensonge. Oui, moi je me souviens très bien de vous riant aux éclats très souvent. Vous parlez souvent dans le livre de ce rire, un rire faux, dites-vous. Ouais. Le plein pied de vos élucubrations joviales qui enchanta, comme vous l'écrivez aussi. Et plus qu'un faussaire, moi j'ai quand même eu l'impression, et vous l'avez déjà dit, que ce passage de votre vie, ces 30 années, ça a été un mode survie, une protection après la mort de votre père et puis aussi le poids du passé de votre famille et notamment de votre grand-père, Jean Jardin, directeur de cabinet de Pierre Laval sous le régime de Vichy. Mais qui, dans mon enfance, était un extraordinaire mensonge, puisque lorsque je demandais pourquoi la famille était en Suisse, on me répondait que l'air était pur, que le lac était beau, mais on ne me disait pas, parce que sinon, grand-père aurait été exécuté en 1945. Il aurait été fusillé. Donc on était là parce qu'en réalité, mon grand-père avait été le directeur de cabinet, le bras droit de Pierre Laval au pire moment de la collaboration. Et donc c'était un homme qui lui-même était en mode survie. Or, quand dans une famille, on vous dit que vous êtes là parce qu'il y a du bon chocolat en Suisse et que l'air est pur, en réalité, ce sont des familles qui carburent à la fiction. Et donc, qui carburent dans un réel impossible et qui vont se disloquer. Mon père meurt à 46 ans, j'ai un oncle qui se pend en porte-jartel déguisé en femme, j'ai un frère aussi, oui, qui se met un coup de fusil dans la bouche. Il y a un réel qui est impossible. Il y a aussi, c'est un passage très bref, mais je l'évoque malgré tout, ce moment où vous révélez que votre demi-frère, justement, a abusé de vous quand vous aviez 8 ou 9 ans. Oui, parce que tout est déréglé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus affronter le réel, mais déjà, dès ce moment-là. Je ne pouvais plus. C'est-à-dire que et tout à coup, mon père meurt lorsque j'ai 15 ans. Et là, je ne sais pas comment faire. D'ailleurs, on ne m'a rien dit. On ne m'a pas dit qu'il allait mourir, puisque rien n'est dit. Et vous n'avez même pas pu assister non plus... Non, je ne l'ai pas vu mort. Voilà. On m'a expédié au fond de l'Irlande et j'avais 15 ans, tout seul, et il fallait que je m'adapte. Et donc je me suis suradapté en imaginant mon père. Comme j'avais très peu de souvenirs avec lui, j'ai commencé à broder. Votre père, qui, on le rappelle, était scénariste, dialoguiste, écrivain... C'est comme ça qu'il se sauvait du réel, lui aussi. Parce que cette enfance impossible à Vichy a fabriqué un type qui meurt à 46 ans en ayant écrit 120 films. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où il a écrit jusqu'à 17 films. C'est-à-dire qu'il n'habitait plus. Films, Il était absent, oui, et beaucoup de classiques français. Mais c'était un grand absent à sa propre vie. Comme moi, à partir de 15 ans, on est devenus des absents. C'est ce que vous écrivez, en fait, vous avez arrêté de vivre à ce moment-là. Moi, je trouve que, en lisant votre livre, que vous n'avez pas complètement arrêté de vivre, vous vous êtes créé justement cette bulle fantasque, avec justement cet amour de l'amour extraordinaire. Oui, mais j'ai imaginé un monde absolument magique, j'ai embarqué les gens là-dedans, alors que moi j'étais en dépression. Oui. C'est ce que vous dites, c'est la fin d'une dépression aussi. Oui, c'est la fin d'une très longue dépression, voilà. Et j'ai imaginé des livres que j'ai fait passer pour des livres réels,
en écrivant un livre comme Le Zubial, le roman des Jardins. Je me suis imaginé une famille acceptable, féerique, merveilleuse. Et des millions de gens ont lu ça, y ont cru parce que j'avais besoin qu'ils y croient pour me persuader. Et ils avaient peut-être besoin d'y croire aussi. C'est aussi cette femme, Je parle de ça, cette professeure que vous avez rencontrée dans le train, qui vous dit, peu importe en fait, que vous ne l'ayez pas vécu, moi, j'ai envie d'y croire. C'était important. Et parce que le lecteur a besoin aussi d'être, de s'échapper de sa propre réalité. Oui. On a un rapport très ambigu avec la fiction. On a tous besoin à un moment de se séparer du réel. Et donc, dans ce livre, je raconte comment, en fait, il est possible un jour d'arrêter d'être irréel. Il est possible de participer vraiment à sa vie, de sortir de tout ce qu'on s'est raconté. Alors moi, je l'ai fait en grand, parce que j'étais romancier, ça se voyait, ou plutôt c'était lu. J'ai imaginé une famille qui a fait rêver énormément de gens, alors que c'était une catastrophe. Petit Alexandre est-il devenu adulte aujourd'hui? C'est vous qui parlez de Petit Alexandre. Oui, maintenant, oui. Et comme je crois en la littérature d'invitation, j'ai laissé des pages blanches à la fin de ce roman vrai. Il y a une invitation. Oui. Ouais. Pour que les gens... prendre la plume. Je vous prête la plume. Écrivez à la fin du livre l'histoire de vos propres mensonges, ce que vous vous êtes fait, ce que vous avez dit aux autres, et au fond, faites confiance. Faites confiance. On a le droit à un moment d'être réel et de courir ce risque. Ce qui s'est passé aussi pour que vous deveniez réel, moi j'ai l'impression, en lisant votre livre, que c'est évidemment la rencontre avec Suzanne Zahn, voilà, votre compagne. Oui. C'est aussi réellement ce devoir que... C'est une femme extraordinairement réelle. Puissamment réelle. Puissamment réelle. Il y a aussi le devoir, à mon avis, que vous êtes imposé aussi par rapport à vos enfants. Moi, j'ai forcément pensé à ce livre, Aïe, mes aïeux, d'Anne-Ancelin Schunzenberg, vous le savez, sur ces transmissions entre générations. Vous en êtes un cas patent. Et je pense qu'il y avait aussi cette volonté, d'ailleurs, vous écrivez à vos enfants dedans, mes chers petits, vous êtes le fruit d'une lignée où le réel était complètement tronqué. Voilà. Je pense que vous aviez aussi envie de sauver vos enfants. Oui. Leur dire, vous n'êtes pas obligé de reproduire ce qui s'est passé. Et il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire en venant ici. J'étais en scooter, j'avais mes oreillettes, et j'ai eu un coup de fil de mon fils aîné, qui m'a dit, je suis en train de le lire. J'allais vous demander justement si vous l'avez lu. Et il m'a dit, tu n'imagines pas ce que tu nous ouvres comme espace. Peut-être qu'on ne sera pas irréel, nous. Je crois que c'est ça, en fait, vraiment. En tout cas, C'était extraordinairement émouvant pour moi. Oui, oui. Parce que c'est le sens profond de ce livre. Exactement. C'est de le faire, pas pour moi, mais d'abord pour mes enfants, et puis aussi pour mes lecteurs. Parce que je sais bien que vous aussi, vous racontez des choses. Bien sûr. Que vous jouez souvent un personnage. D'ailleurs, là, vous jouez un personnage de journaliste. Et vous savez bien, en plus, que vous posez des questions à des invités qui jouent des personnages. Mais à un moment, il faut que ce truc s'arrête. Je ne veux pas casser votre métier, mais au contraire, d'aller au fond, quoi. Mais justement, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce que je vous disais avant l'entretien. Ça a aussi un effet miroir très fort, aussi, ce livre, justement. Je pense pour vos lecteurs également. Et puis, je conteste, avec ce livre, toute l'époque. Bien sûr. Et c'est aussi ça que j'allais vous dire, c'est qu'il y a eu aussi ce réveil citoyen. Mais je crois qu'il avait été amorcé par votre rencontre avec Pedro, qui était Quand j'étais adolescent. Voilà, ce petit-fils de républicain espagnol, je crois. Qui vous a ouvert, en fait, aux idées de la gauche radicale. Et puis il est mort, parce qu'en fait, sa mère vous a dit au téléphone, oui, ça vous a mis par terre, je crois, parce qu'il n'arrivait pas à affronter le réel. C'était une raison de plus pour l'éviter encore une fois, le réel. Et moi, je l'ai rencontré au cours de mes 10 dernières années, de mes 15 dernières années, de militantisme social, lorsqu'on a créé le mouvement des zèbres. Tout à fait. Quand on a créé en très grand Lire et faire lire, qui est un énorme programme de lutte où on embarque contre l'échec scolaire, on embarque les retraités qui, dans les écoles françaises, viennent faire lire et viennent lire des histoires aux enfants pour les vacciner contre l'échec scolaire. Enfin, c'est en découvrant le militantisme social que je suis tombé amoureux de la réalité. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça aussi. Et d'ailleurs, avant que vous n'en parliez, puisque vous en parlez du mouvement des Gilets jaunes, quand vous parlez de cet engagement citoyen, on sent bien que vous l'avez vu venir, ce mouvement-là.
Et puis, lorsque vous œuvrez depuis 15 ans au fond des territoires français, vous voyez bien les fractures, vous voyez bien aussi le courage du pays. Ceux qu'on a appelés les faiseux, dans notre bande, ce sont des gens qui réparent la France. Localement, dans leur village, dans leur bourg, dans leur banlieue, qui trouvent des solutions pour que les gamins retrouvent du travail, qui trouvent des solutions au logement, et tous ces gens étaient et sont prodigieusement réels. Et ils portent le grand roman français, et tout à coup, le personnage que je jouais à la télé en étant Alexandre Jardin avec des îles des Gauchers, c'était plus possible. On voit ces images des Gilets jaunes que vous avez d'ailleurs filmées, hein, je crois que c'était au péage de Mantes, hein, oui. C'est ça? Un jour où j'avais du mal à trouver quelqu'un comme cet homme qui accepte de dire « j'ai les mots ». Parce que les autres qui étaient autour... Ils disent non, on ne sait pas parler. Oui. Ah non, non, allez voir le grand là-bas. On n'a pas les mots. Mais peut-être que vous, justement, qui les avez, les mots, vous allez aussi peut-être continuer oui. à... Je vais écrire une littérature du réel après ce livre-là. Est-ce qu'on va vous entendre moins souvent rire, Alexandre Jardin? Non, parfois, mais vraiment. Et un rire réel, c'est un rire léger, c'est pas un rire forcé. C'est pas un rire de défense. Ça n'a rien à voir. Hein. Partir dans sa joie ou se défendre par le rire, c'est pas le même rapport avec la vie. Alors on arrête de mourir, Alexandre Jardin? Clairement. Clairement. Moi, je ne mourrais pas. Je ne serais pas comme tous ces auteurs, comme Romain Gary, qui finissent avec un coup de fusil dans la bouche. Parce qu'au fond, ils ont divorcé avec le réel. Moi, je ne mourrais pas. On vous sent très tard. Oui, on vous le souhaite. En tout cas, on vous sent très vivant. Et ce livre, vraiment, je le redis, c'est vraiment une renaissance. Et pourtant, il y a un an, mon éditeur historique m'avait dit non. Oui, c'est ça. C'est trop dangereux, c'est un suicide. Moi, j'étais sûr que c'était ma renaissance. Oui, mais je pense que vous avez raison. Merci à vous d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Le roman vrai d'Alexandre est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous.